Au travers de la maladie, il y a des rapprochements qui se font aussi, puis qui sont riches et substantiels. La deuxième fois que je l'ai amené en répit dans un CHSLD, je savais qu'il s'en allait en répit, mais je savais très bien qu'il ne reviendrait pas à la maison. Plus le temps passe, moins l'espace souffrance prend d'espace, mais il en reste que la peine, la tristesse de la perte va être présente quand même pendant plusieurs mois, voire quelques années. Et permettons-nous comme société d'honorer ces proches aidants qui sont très impliqués, qui donnent une grande partie d'eux-mêmes à la société. Bonjour, ici Marine Orsini et bienvenue à Des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Très heureuse d'être parmi vous. Notre thématique du jour, c'est une étape quand même importante, c'est le deuil. Le deuil est une étape à laquelle la plupart des personnes aidantes devront faire face. De toute évidence, c'est aussi une épreuve à traverser en soi, une épreuve qui a son importance, où soudainement nous devons faire face à la suite, à l'inconnu. Réfléchir sur la meilleure façon de se préparer pour vivre au mieux cette étape-là. Comment la vivre? Comment redessiner sa vie? C'est le sujet que nous allons aborder avec nos invités aujourd'hui. Je vous souhaite bienvenue à tous. Pour nous parler de son expérience de proche aidant, un humoriste qui nous fait rire, qui nous fait réfléchir de par son humour depuis 20 ans. Mais on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'humoriste est resté dans sa loge et c'est le fils avec qui nous aurons le plaisir de s'entretenir. Jean-Thomas Jobin, merci d'être là. Merci de me recevoir, c'est gentil. Oui, ça me fait vraiment plaisir. Mon Dieu que tu as des beaux yeux bleus. Ah, ben merci. Vraiment, j'avais jamais réalisé à quel point. J'ai jamais été aussi proche de toi, dans le fond. Ben en fait, c'est parce que son raccord avec moi, je suis vêtu tout de bleu aujourd'hui. Je suis Tintin. Pour les gens à la maison qui écoutent en audio, je suis Tintin. Sauf pour les pantalons. Fait que je suis Tintin pour le chandail. T'es assorti. Je pense que les gens ont déjà pesé sur pause en voulant dire, c'est-tu vraiment un épisode sur la proche aidance? Il nous parle qu'il est habillé en Tintin, ah oui. Mais voilà. On s'en va vers là, puis on peut dire d'emblée que 2017 aura été vraiment une année gigantesque pour toi dans ta vie. En l'espace de quelques mois, tu as perdu et ton père et ta mère. Oui. Mon père au mois de mars et ma mère au mois d'août. Mais ça a été précédé de 5 ans de maladie aussi, qui a commencé à peu près en même temps, l'espace de 5 mois de décalage aussi, sauf que c'est mon père qui était malade en premier, puis après c'est ma mère, puis finalement, en tout cas, bref, ça a été très lourd, très chargé. Il y a quelque chose de riche aussi là-dedans parce que tu te rapproches. Au travers de la maladie, il y a des rapprochements qui se font aussi puis qui sont riches et substantiels. Mais ça reste qu'on ne veut jamais voir ses parents souffrir, des gens qu'on aime souffrir. Puis c'est très éprouvant quand tu sens que tes parents vont quitter. On ne sait jamais quand. Ça a été des longues maladies, puis il y a eu des moments où ça allait mieux. Dans les deux cas, il y a eu des revirements où on se disait « Ah, coudonc, ils vont peut-être s'en sortir ». Ma mère, elle a eu une récidive du cancer du côlon, mais pendant quasiment 18 mois, elle était correcte. Puis elle a eu une récidive du cancer du côlon, c'est pas mal fatal, mais elle a fait probablement 18 mois de plus qu'elle aurait été censée faire. Je pense qu'elle voulait être là pour mon père, l'accompagner jusqu'à la fin, parce que mon père n'était pas tout à fait lucide vers la fin. Donc, elle sentait que c'était elle qui devait être là jusqu'à la fin pour lui, parce que lui, à l'inverse, il ne saisissait pas tout ce que ma mère vivait, parce qu'il en perdait. Ton père était affligé de quelle maladie, Jean-Thomas? Mon père a fait des ACV, des petits ACV qui ont engendré une démence vasculaire. Il y avait aussi un cancer de la vessie, mais il n'est pas décédé de ça. Il est décédé vraiment d'un ACV fatal, mais c'était quasiment un ACV libérateur à la fin parce que son déclin était impérial, puis c'était
ça n'avait pas de bon sens comme il faisait pitié. Là. Il était même plus capable. Il se souvenait plus comment déglutir. Là. Donc, il fallait comme lui montrer, quand il prenait une bouchée, à avaler, lui mimer le geste parce qu'il s'en rappelait pas. Fait que ça n'avait plus de bon sens. Tes parents avaient quel âge, Jean-Thomas? Ma mère avait 80, mon père avait 79. Ouais. Et ils ont habité longtemps ensemble, hein? Au travers de la maladie? Oui, c'est ça. Mon père était dans un CHSLD les 2 dernières années de sa vie parce que c'était trop dangereux pour ma mère qui elle-même était malade. Puis mon père, vu que il y avait le potentiel d'être dangereux, pas pour elle, là, mais dans le sens que ouvrir un feu puis l'oublier, puis tout ça, puis c'était trop chargé pour que ma mère puisse gérer ce stress-là, étant elle-même malade, puis ma mère qui était une femme avec un don de soi et une générosité et un abandon pour les autres, elle ne se serait pas permise de ne pas s'en occuper tout le temps s'il avait été dans la maison. Puis elle a fini par accepter qu'il fallait qu'elle pense à elle un peu, même si elle le visitait très souvent. Mais elle s'est permis ça parce qu'on lui a parlé, puis on lui a dit là, tu peux pas, il faut que tu penses un peu à toi parce que sinon ça va te rattraper, toi aussi, t'es malade. Puis tout ça, elle l'a compris aussi. Là. Tes parents habitaient Québec, hein? T'es un garçon de Québec. Sainte-Foy. Sainte-Foy. Et ça a été comment, cette étape-là, pour tes parents de dire, OK, ben là, il faut quitter notre maison? Hein? Faut placer d'abord ton père qui va être placé. Ma mère n'a jamais quitté la maison. OK. Elle l'a quitté juste vers la fin quand elle est rentrée aux soins palliatifs dans un hôpital. Mais avant ça, elle habitait à la maison. Elle avait des soins à domicile du CLSC. Avec une médecin qui venait la voir une fois par semaine, des soins à domicile. Donc, elle est restée à la maison jusqu'à la fin. Puis mon père, qui était celui qui ne voulait jamais quitter la maison lorsqu'il était lucide, quand il est rentré dans un CHSLD, la déchirure était moindre parce qu'il avait l'impression que c'était devenu ça, sa nouvelle maison. Quand on le visitait, il avait l'impression qu'on était dans la maison avec lui puis qu'on arrivait dans la pièce où il était. Pour lui, c'était devenu sa réalité. Donc, il avait complètement oublié la maison. C'est arrivé 2-3 fois qu'on a fait des sorties avec lui puis on l'a amené à la maison pour un dîner puis tout ça. Puis il était... ça le rendait super anxieux parce qu'il ne reconnaissait pas la maison. Puis il avait besoin de ses repères. Puis ses repères, lui, c'était sa chambre, son CHSLD. Mais quand on venait le voir, il était content. Mais pour lui, la notion de la maison est devenue bien floue. Ouais. Ce qui était comme une bonne chose dans un sens parce que s'il avait été conscient, il se serait rappelé à quel point sa maison il manquait parce que lui, sa maison, son terrain, c'était bien précieux. Plus que ma mère. Ma mère, déjà, quand ils ont commencé à avoir, mettons, 70-75 ans, ma mère a préparé le terrain. Il faudrait... le terrain, je ne parle pas du terrain de la maison. Elle a commencé à préparer l'idée qu'il faudrait aller dans un condo, une moins grande maison pour avoir moins de charges de travail puis s'occuper du terrain. Puis ça, mon père, lui, il ne voulait rien savoir. Donc, c'est ça. Je m'égare un peu, mais... Ah non, on te suit très bien. Mais ça a été comment, ça? Parce que oui, des parents, qui vont vieillir, des parents qui peuvent tomber malades. On le sait que ça existe, ça va arriver, ça peut arriver en tout cas, mais quand les deux en même temps, comme fils, je veux dire, ça a dû... Et t'as une sœur aussi? J'ai une sœur, oui. Ça a été comment pour vous, les enfants, là, d'avoir 2 parents qui tombent malades en même temps et qui décèdent presque en même temps? Là, je veux dire, ça a dû être une épreuve assez incroyable quand même. Oui, c'est très, très, très pénible. Oui, c'est très pénible. Puis, comme surréaliste, à la limite. Là. Il y a quelque chose de surréaliste, puis il y a quelque chose de désarmant. Puis c'est aussi, on dirait qu'on se transpose aussi. Moi, quelque chose qui était toujours bien important, particulièrement
quand je questionnais ma mère qui était complètement lucide, mon père, il était plus vraiment vers la fin, fait que la notion de la mort, ça devait être un peu flou pour lui. Mais ma mère était parfaitement lucide. Puis c'était bien important pour moi de la questionner sur sa sérénité par rapport à ce qui s'en venait. Parce que moi, ça me rendait très anxieux d'imaginer ou de présumer que la mort la faisait paniquer. Ça, pour moi, ça... Parce que moi-même, je suis quelqu'un qui a peur de la mort dans la vie. J'ai moins peur de la mort depuis que mes parents sont décédés. On dirait que c'était... j'en parlais à mes parents de leur vivant, que j'avais l'impression que j'avais peur de la mort parce que c'était comme si c'était mon mandat de mourir après eux, parce que je savais la peine que ça leur ferait. Ma mère, particulièrement ma mère disait souvent ça, s'il fallait que je vous perde ou s'il fallait que vous arrive quelque chose, ou elle était très couvante, là, comme bien des mères peuvent l'être. Mais fait que j'avais très peur de la mort parce que je voulais pas faire subir ça à mes parents. Et toi, tu as été très, très proche de tes parents parce que tu dis que tu as eu une mère d'exception à la bonté incarnée, puis ton père, ben c'est pas compliqué, il m'a tout appris. Complètement. Fait que toi, tu étais très proche de tes parents. Puis moi, par rapport à bien de mes amis, ou pas tous et toutes, mais il y a beaucoup de gens qui disent comme si leurs parents disaient moi, c'est mes meilleurs amis, mais moi, ça a toujours été un rapport parent-enfant. Ça n'a jamais été... on dirait que j'ai toujours voulu garder ça. Peut-être qu'on... je pense que particulièrement ma mère et moi, on est deux personnes bien sensibles. Mon père aussi était très sensible, mais ma mère était très protectrice et ça faisait en sorte que si, mettons, je filais pas, je l'épargnais. Donc, je voulais pas y dire parce que je savais qu'elle allait le vivre quasiment de façon plus absorbée que moi. Là. Elle était très caméléon sur les souffrances de ses enfants. Donc, c'était vraiment toujours un rapport. Puis je pense qu'elle faisait ça, elle aussi. Elle voulait... elle minimisait ses douleurs ou son inconfort. Parce qu'elle voulait pas que tu te préoccupes de ça. Oui, exact. Elle voulait pas qu'on s'inquiète. Déjà que tu étais souvent sur la route, en tournée. Je pense que ta sœur qui habite aussi Québec était plus présente à quelque part. Là, Effectivement, elle pouvait se rendre quotidiennement les voir. Moi, c'était un peu plus difficile, surtout que j'étais en tournée. L'année qu'ils sont décédés, j'étais en tournée. Puis, fait que j'essayais de descendre le plus souvent possible à Québec pour des moments clés, soit des rencontres médicales ou quand j'avais des journées consécutives où je pouvais descendre, j'essayais de descendre pour juste être là. Puis, mais ça aussi, Jean-Thomas, ça a dû être difficile de... En plus, tu es un humoriste, là, tu t'en vas sur scène, faire rire du monde quand tu as le cœur d'un talon. Puis il a dû avoir des périodes extrêmement difficiles. Ah ouais, ça a été pénible. Puis je faisais un numéro où je parlais de mes parents dans mon show en plus. Un numéro de 15 minutes. Puis après le décès de mon père, j'ai fait mon show probablement à peu près 24 heures après son décès. Parce que ma mère, elle m'a dit je pense que ton père voudrait que tu fasses ton show, il ne voudrait pas que tu l'annules, il voudrait que tu le fasses quand même. Puis je pense qu'elle avait raison. Sauf que là, c'était un numéro où je ne pouvais pas ne pas penser à eux quand j'étais sur scène, puis je faisais un numéro qui est devenu un numéro hommage, qui ne l'était pas au début. A priori, ça n'avait pas été écrit dans cette optique-là. Oui, pour faire un clin d'œil. Pas de cette sorte d'hommage-là. Pas de cette sorte d'hommage-là. C'était un numéro où je disais un peu les traits de caractère que j'ai sont reliés à des traits de caractère que mes parents avaient, puis c'était comme de la moquerie affectueuse. Tu te souviens-tu d'un bout de ça? Oui, sûrement. Entre autres, je disais que ma mère, elle voulait... elle me donnait toujours des quand je remontais à Montréal, elle me donnait toujours des repas, là, du pâté au saumon ou de la blanquette de poulet. Puis elle me disait, tiens, Jean-Thomas, ça peut dépanner des fois.
Puis là, dans mon show, je fais comme une montée de lait en voulant dire ça peut dépanner des fois, comme si c'était pas que ça que j'allais manger. Rendu à la maison, je vais juste manger ces repas de dépannage. Là, je pense que bref, c'est plus drôle que ça dans le contexte du show. Oui. Mais le numéro, il est sur YouTube. Je l'ai isolé de mon show. Mon show complet, il est là, mais s'il y en a qui sont intrigués, ça s'appelle Mes parents ou Hommage à mes parents. Puis j'ai isolé le numéro, puis je suis bien fier de ce numéro-là. Puis surtout, avec ce qui est arrivé, ça fait en sorte que pour moi, il y a comme des beaux souvenirs qui sont reliés à ce numéro-là, que mes parents ont vu. Je suis bien content qu'ils l'aient vu avant aussi. Ils l'ont vu en salle. Ils aimaient beaucoup le numéro. Ça leur faisait bien gros plaisir. Ça les touchait. Puis je suis content qu'ils l'aient vu. Comme ça faisait en sorte que quand je le faisais après leur décès, je pensais au plaisir que ça leur avait fait de l'entendre. Ils devaient sourire. Ouais, ils devaient sourire quelque part. Puis, mais avant de monter sur scène, Jean-Thomas Jobin, l'humoriste qui est à Gatineau ou qui est dans le bas du fleuve, la salle est pleine. On est à 3 minutes de commencer. Tu viens de parler à ta sœur à Québec. C'est peut-être une journée très mauvaise. Là. Ça a empiré. Ouais. Est-ce que tu t'es retrouvé en coulisses à brailler ta vie parce que tu voulais juste revirer de bord puis t'en aller chez vous en courant? Ou... Dans les timings des représentations, il y a eu une représentation après le décès de mon père, mais je tenais à faire le show et je me souviens que j'ai appelé ma soeur et ma mère 10 minutes avant le show pour dire on est tous sur scène, on est tous sur scène ensemble. Papa est avec nous. Je voulais comme leur parler pour dire je m'en vais sur scène et je vous amène avec moi, puis papa va être là. Puis il y avait quelque chose de beau là-dedans, puis ça m'a fait du bien. Je l'ai dit au début du spectacle aux gens, justement, pour qu'ils savent l'état dans lequel j'étais, mais aussi pour qu'au moment où j'arrive dans ce numéro-là, qu'ils sachent que je parle de mes parents au présent, mais... C'est très symbolique en ce moment dans ta vie. C'est symbolique dans ma vie. Puis les gens ont été... Puis je leur disais, riez, parce que c'est ça le but du numéro. Sentez-vous pas mal. Mes parents l'ont vu, ils trouvaient ça drôle. Sentez-vous pas mal de rire. C'est affectueux. Puis, même le numéro sur mes parents avait bien été. Je sentais que les gens ne riaient pas par pitié parce que j'avais pris le temps d'asseoir ce qui était arrivé pour être un peu transparent avec eux. Sinon... je me serais senti un peu, pas charlatan, là, mais je voulais pas faire semblant qu'il n'était rien arrivé. Tu sais. Tu dis, Jean-Thomas, que bon, ton père, étant dans la situation dans laquelle il était, où c'était comme plus confus, c'était moins clair, tu as eu plus de moments d'intimité avec ta mère, en tout cas de parler de la mort. Mais il y en a eu avec mon père aussi, mais c'était plus de... se remémorer des souvenirs, d'amener des albums photos pour voir qu'est-ce qu'il y a plein d'affaires qui se rappelaient. La démence vasculaire, c'est compliqué. Il y a bien il y a des facettes du cerveau qui fonctionnent encore très bien, mais d'autres qui sont complètement atteintes puis qui périclitent rapidement. Donc, il y a eu des beaux moments avec mon père aussi parce qu'il ne nous a jamais oubliés. Il n'a jamais oublié ses enfants. T'es lucide, conscient quand même. Mais il y avait des dimensions qui ne saisissaient plus, mais d'autres que oui. Mais effectivement, avec ma mère, il y a eu plus de conversations où ma mère pigeait tout ce qui s'en venait. Là, il n'y a rien qui y échappait. Je pense qu'après le décès de mon père, elle avait encore envie de se battre. Elle voulait être là pour ses enfants. Mais sa maladie l'a rattrapée. Là. Il n'y avait comme plus rien à faire. Là, c'était... Est-ce que tu dirais que ça a été aussi, malgré la souffrance, la peine, le surréalisme de tout ça, est-ce que tu dirais que ça a quand même été parmi les plus beaux moments de ta vie avec ta mère dans cette intimité-là? Je sais, moi, que ma mère, pendant 4 ans et demi, là, on a vécu plein d'affaires ensemble, on s'est chicanés, on a ri, on a braillé ensemble nos vies. Est-ce que tu as eu accès à ça, toi? Est-ce que vous vous êtes donné ce droit-là? Ben, il y a eu des beaux moments, il y a eu vraiment des beaux moments précieux et riches que je suis vraiment content d'avoir vécu. Il y a eu des rapprochements. On a toujours été proches, mais on l'est devenu encore plus au travers de tout ça. C'est la vraie intimité. Hein? C'est la vraie intimité. Puis
sais, je suis vraiment content d'avoir quand même vécu toutes les étapes, d'avoir pu être là à son chevet pour son décès, puis pour mon père aussi. J'ai l'impression que si j'avais pas été là, j'aurais pas été en paix avec... je me serais dit, elle devait me chercher, ou si j'avais pas été là, mettons, j'ai eu le temps de descendre, je suis arrivé, puis elle est décédée peut-être 15 heures après que je sois arrivé, quand ma soeur m'a appelé, puis dit là, il vient d'arriver quelque chose, ça va pas, puis ça s'accélère, puis tout ça. Puis je me rappelle que quand je descendais en voiture, je faisais juste parler à ma mère, attends-moi, attends-moi. Je pleurais dans la voiture, je dis attends-moi, maman, s'il te plaît, attends-moi. Puis finalement, elle m'a attendu. Puis, et ce moment-là, Thomas, il s'est passé comment? Parce que c'est bien mystérieux, la mort, hein? Moi, j'avais vécu ça avec mon père à l'âge de 19 ans, puis on ne sait pas comment on va réagir. Mm-hmm. Ça faisait 8 mois que mon père était malade, mais on ne sait pas ça va être quoi notre réaction. On va-tu figer? On va-tu devenir de classe? On va-tu éclater, crier, frapper d'un mur? On va-tu vouloir casser la gueule au préposé? Je veux dire, on ne sait pas comment. Est-ce que tu appréhendais ça, ce moment-là? Et ma question, en fait, c'est comment as-tu vécu ce moment-là du dernier souffle? Soit de ton père, de ta mère. Est-ce que tu te souviens de... Ben, de mon père, c'était la première fois que je vivais ça au chevet de quelqu'un. Je ne l'avais jamais vécu. J'avais des grands-parents qui étaient décédés, mais je n'étais pas à leur chevet. Mon père, c'était... Il y a eu un départ très doux. Il n'avait pas l'air agité. Puis c'était très surréaliste parce qu'il avait fait un ACV, mais il n'était pas sur le respirateur artificiel. Il n'était pas plugué, là, tu sais. Il était... son pouls était bon. Il était juste inconscient, mais jusqu'à quel point il était inconscient, il ne savait pas. Il ne pouvait pas nous le dire, mais il ne pouvait pas nous parler. Mais j'avais l'impression qu'il nous comprenait. Puis ma mère, ma soeur et moi, on était autour de lui. Puis ma mère a pensé, c'est vrai, les derniers sacrements, ils voudraient sûrement... Ils ont fait venir quelqu'un, une représentante de l'Église qui a donné les derniers sacrements. Puis après ça, ma mère, elle lui a dit « C'est beau, François, tu peux partir. Tu as assez souffert, on va être correct. » tu sais. Puis mon père, qui avait toujours été un peu comme un père peu light, protecteur, je veux être là pour ma famille, pas lâcher prise. Ouais, présent. Hein? Présent. Puis là, quand ma mère lui a dit « Tu peux partir », il est parti. Mais ils ne l'ont pas débranché, son cœur a cessé de battre. Ils attendent le signal. Hein? C'était comme si le fait que ma mère lui dise ça lui donnait l'approbation. Exact. Ça lui donne la permission. Le laisser aller, puis son cœur a arrêté de battre. Ça fait quelque chose de vraiment beau. C'est comme si... C'est lui qui a décidé à quelque part. Hein? Là, il y a eu l'approbation. Ma mère a dit c'est correct. Permets-toi là, on va être correct. Tu as assez souffert, on t'aime, tu as tout fait pour nous. Tu peux partir en paix, puis il est parti. Fait qu'il y avait quelque chose de vraiment beau et doux. Puis je suis vraiment content d'avoir vécu ça. Ma mère, ma soeur et moi, on était à côté d'elle. Puis moi, tu sais, quand l'infirmière elle nous a comme laissé sous-entendre qu'on était dans ces dernières secondes, dernières minutes. Tout ce qu'on faisait, c'était lui dire « je t'aime ». Moi, je voulais juste la mitrailler de « je t'aime » jusqu'à la toute fin. Fait que je faisais juste répéter « je t'aime » en boucle, en le regardant, puis en lui tenant la main. C'était bien beau. Ma mère a commis un spasme des yeux grands ouverts vers la fin, qui a un peu dérouté ma soeur et moi, particulièrement ma soeur. Mais moi et ma soeur, après ça, on ne savait pas trop c'était quoi l'explication de ça. Elle n'avait pas l'air en panique, mais c'était comme un regard qu'on n'avait jamais vu de ma mère, les yeux très grands ouverts. Puis on s'est comme dit que elle ouvrait grand les yeux parce qu'elle était peut-être en train de devenir aveugle, puis elle voulait nous voir une dernière fois, peut-être. C'est l'explication qui nous a fait du bien. On ne sait pas exactement ce qui se passait. Peut-être un soubresaut, on ne sait pas, la mort... la lumière aussi, la souvent lumière, ils disent on voit une lumière, hein, fait que c'est peut-être l'éblouissement de exact. Faire comme « Oh mon Dieu, je vois
je vois quelque chose qui Ouais, s'ouvre exact. devant moi aussi. Hein? Bon, on Je- s'est dit que c'était quelque chose de beau qu'elle voyait ou qu'elle voulait nous voir parce qu'elle nous trouvait très beaux. Ah oui, elle vous trouvait très beau. Mais ouais. Chaque personne vit son deuil différemment. Je sais que toi, après le départ de tes 2 parents, je le répète, à 6 mois d'intervalle, tu as eu besoin d'aller chercher de l'aide, te Ouais. consulter. Est-ce que tu es encore dans un processus de consulter, de cheminer là-dedans? Ben là, je suis plus, je vois plus ma thérapeute. Quand je suis allé faire une émission qui s'appelle Big Brother, puis je savais que je devais couper les liens, ponts oui, à temporairement. l'extérieur. Donc, je l'ai vu jusqu'avant mon entrée dans la maison. Puis là, je l'ai pas recontacté. J'en ressentais pas le besoin. Mais Mais t'en es où par ça- rapport à ton cheminement de deuil? ben, j'ai déménagé récemment et c'est pas une information aléatoire, ça a rapport avec la question. Mais on dirait que je vais mieux depuis que je suis déménagé parce qu'on dirait que les associations, même si mes parents ne vivaient pas avec moi à l'endroit où j'étais avant, il y a comme une association qui est comme s'il y avait une coupure. Puis on dirait que ça m'a fait du bien. D'un lieu différent, un lieu où il n'y a pas différent. rapport, ils sont jamais allés. Exact. Alors que dans ta maison, ils ont dû faire des soupers de Noël, Exact. de fête, de tout ça. Hein, Ils c'est sont ça. venus. Puis aussi, les pires moments de mon deuil, je les avais vécus là-bas, dans cet autre condo-là. Fait qu'on dirait qu'il y avait comme toujours une association qui se faisait. Relié à une tristesse, à une Relié à période une triste tristesse, de ta vie. ouais. Ouais. Donc, puis un deuil, il y a plusieurs étapes. Je pense que personne ne le vit de la même façon. Je me rappelle que les derniers moments où j'en parlais à ma thérapeute, j'avais l'impression que j'étais dans la phase de l'ennui. Je m'ennuyais de mes parents. Je m'ennuie encore d'eux. Mais maintenant, je suis plus en paix puis je suis capable de... Ben, ça fait un bout que je suis capable de sourire en pensant à des souvenirs puis ma soeur puis moi, on rit des fois en se rappelant des anecdotes par rapport à mes parents, puis on est capable d'en rire maintenant, mais je m'ennuie d'eux. Mais je suis moins dans la phase regret. J'ai assurément eu une phase de regret que tout le monde passe au travers de ça, même si il n'y a pas nécessairement de regret à y avoir précisément. On s'en crée des regrets ou de la culpabilité qui n'est pas nécessairement justifiée, mais ça fait partie des étapes. Là, je dirais que je suis pas mal plus dans la phase ennui encore. Mais ça, je suis moins... Depuis que je suis déménagé, il y a plus de sérénité au travers de mon ennui. On dirait que c'est plus doux. C'est un ennui qui est plus calme, puis j'essaie de me dire qu'ils sont bien où ils sont. Je ne sais pas en quoi je crois nécessairement, mais il y a eu beaucoup de... Mais il n'y a plus de souffrance déjà. Moi, c'est de même, je me suis consolée. Là. Ah ouais, ça, c'est certain. Qu'il n'y a plus de souffrance. Fait que c'est peut-être la seule consolation qu'on peut se donner. Ah ouais, non, mais ça, effectivement, le fait voir souffrir ses parents, c'est vraiment désarmant. Puis ça, c'était une délivrance de savoir qu'ils ne souffraient plus aussi. Là. Mais ça n'enlève pas la douleur de la perte. Mais il y a quelque chose d'apaisant de savoir qu'ils ne souffrent plus, ça c'est certain. Mais maintenant je peux sourire puis penser à eux puis garder le bon, hein? Garder le bon, me dire qu'ils seraient contents j'ai de la misère à m'appeler un homme, mais je pense que je suis un homme, mais de l'homme que je suis devenu. J'imagine qu'ils étaient fiers de leur vivant. J'imagine qu'ils le seraient encore maintenant. Je sais pas. Jean-Thomas Jobin, merci tellement d'être passé aujourd'hui, partager tout ce pan-là de ta vie. Je sais que c'est très intime, puis c'est vraiment très, très apprécié. Merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu, puis prenez soin de vous. Ben, toi aussi. À bientôt. À bientôt. Manon Fournier a été la fille de son père et de sa mère, Omer et Monique, la nièce adorée de son oncle et de sa tante, William et Marie-Ange.
Tous les 4 sont décédés sur une période de 5 ans, tous de l'Alzheimer. Sur une période de 9 ans, Manon a été la proche aidante de sa famille et tous les 4 souhaitaient mourir sans souffrir. C'est Pépé et c'est Mémé, comme elle les appelait affectueusement. Manon, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Vous avez aujourd'hui, Manon, 66 ans. Oui. Donc, vous étiez quand même dans la cinquantaine, là, quand vous avez vécu ça avec eux. Oui, ma mère est décédée en 2016. Alors, c'est ça, j'étais cinquantaine. Et tout ça a commencé autour de 2004? 2004, oui, mais plus fortement, parce que maman, elle n'est pas très bien physiquement. Oui. Puis papa avait commencé à prendre de la médication pour l'Alzheimer. Puis maman, ben, elle avait des problèmes cardiaques, des problèmes d'anxiété. Mais 2004, votre père était déjà malade. Oui, Vos parents l'étaient, en c'est fait. ça, était déjà... Mais c'est votre oncle William, en fait, qui vous a comme initié, si on peut utiliser ce mot-là, à la proche aidance, parce que c'est lui que vous avez aidé en premier. Oui. Parce que ma tante a fait un AVC, puis elle s'est ramassée naturellement à l'hôpital et tout. Et puis là, ma mère me raconte, « je suis inquiète de ma sœur. » Alors, je décide, voyons, Je vais te donner un coup de main, on va l'aider. Je vais aller voir. Alors, je me présente, puis là, je m'aperçois que mon oncle, ça va pas bien. Ça lui a fait un choc de se retrouver tout seul pendant une semaine. Il est désorganisé. Alors, je décide d'entrer chez Marie-Ange, puis j'ai dit là, je pense qu'on va essayer de gérer la situation du mieux qu'on peut. Alors, tout doucement, on a fait venir le CLSC. Ça a pris comme 2 mois avant qu'elle accepte de faire un appel. Puis là, lui, je voyais que ça descendait, les rendez-vous chez le médecin. Alors, ils l'ont déclaré assez rapidement. Mais encore là, on dit que les gens sont Alzheimer, mais lui, la sénilité s'est installée aussi, je dois avouer. Là. Pas dans le cas de mon père puis ma mère. Il n'y a jamais eu de... On ne s'est pas arrivé là, mais il y avait des problèmes de mémoire. Alors, pour mon oncle William, il était vraiment dysfonctionnel. Là. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Puis moi, pas folle, je me suis dit, lui, il va m'apprendre des choses parce qu'il était plus vieux et plus mal en point que mon père. Puis je savais très bien qu'en l'accompagnant, je préparais l'avenir. C'était comme un stage pour vous. C'est comme, ben voilà. Hein? C'était ça Puis, un peu. Marie-Ange, c'était une femme qui avait toute sa tête, des correspondants à travers le monde, collection de thèmes à n'en plus finir. On pouvait discuter de n'importe quoi, fait que c'était pas du tout désagréable. Mais c'est quand même incroyable parce que les 4, je veux dire, dans cette période-là de votre vie, c'est pas juste ton père et ta mère, c'est ton père, ta mère, ton oncle, ta tante, puis vous aidez tout ce beau monde-là. Et vous ne vous êtes jamais considéré comme une proche aidante? Bien, pas vraiment, parce que c'était comme normal. Puis il y a ma cousine qui me donnait un coup de main. Elle habite pas Montréal, elle était à Laval, alors elle n'était pas présente comme moi. Mais moi, j'allais voir mes parents comme 3 fois par semaine. Puis je passais par chez Marie-Ange. Ils habitaient Nouveau-Rosemont, puis Anjou. Alors, puis j'étais en vélo, là. J'ai fait 10 ans de vélo, moi. Je suis pas une sportive, là, mais c'était mon moyen de transport. Puis c'était ma façon de me tenir en forme. Mais je veux dire, je fais pas de randonnée de vélo, là. C'est pas ça mon... Mais est-ce qu'à travers ça, quand même, je me dis, tu sais, le niveau de stress, à un moment donné, je veux dire, c'est exigeant. À un moment donné, on est fatigué. À un moment donné, c'est un trop-plein. C'est des grandes responsabilités. Vous vous placiez comment dans tout ça? Bien, comment je pourrais dire? Donc, quand tu es plus jeune, tu as 1 enfant, 2 enfants. Moi, j'ai tout le temps travaillé à mon compte. J'ai eu service de traiteur, un café. J'ai travaillé à mon compte en couture. J'avais un enfant. On a agrandi la famille avec des enfants d'amis décédés, des adolescents qui sont devenus proches de nous autres. Tu sais, t'es dans le jus, puis tu fais la même chose à 50, là, 55. C'est la même chose, mais c'est pas le même rythme. Votre oncle vous adorait, paraît-il, Manon. Il paraît que vous étiez... Il vous attendait dans la fenêtre toute la journée, puis il disait à sa femme, à Marie-Ange, « Elle va-tu arriver? Elle s'en vient-tu? Elle s'en vient-tu? » J'étais sur son désennui, puis je l'ai pas connu beaucoup, cet oncle-là, parce que ils se sont mariés dans la soixantaine. OK.
Marie-Ange, j'ai eu le bon exemple. Marie-Ange passé sa vie célibataire. Elle a habité avec mon grand-père, ma grand-mère. Elle a eu une belle vie, elle a fait des voyages et tout, là, mais elle s'est consacrée un peu à ses parents. Oui, oui, oui. Alors, quand ma grand-mère est décédée, ben, elle fréquentait ce monsieur-là qui était veuf, puis ils se sont mariés. Alors, tu sais, je l'ai connu pendant 20 ans. Puis, tu sais, il y a une période dans la vie où tu es moins présent avec les mononcles et les matantes. Ben Là. oui, ben Tu les vois oui. 2 fois par année, puis tu Ouais. l'appelles à sa fête. Là. Mais il paraît qu'il vous adorait, puis il paraît que pour vous, c'était important de garder certains rituels. Vous l'ameniez manger une crème glacée, c'est pas parce qu'il se souvenait pas 10 minutes plus tard. Pour vous, c'était important de garder une normalité de la vie, Ben, je me hein? suis essayée, là, mais j'ai pas pu faire ça très longtemps. Au bout d'à peu près 8-9 mois, dans le supermarché, là, c'était comme un peu... Trop compliqué, là. c'était compliqué, là, parce Ouais, ouais, ouais. qu'il allait partout. Ça, j'ai pas connu ça avec mon père et ma mère, mais avec William, c'était comme ça. C'est un homme très dynamique. Il était... il était chanteur, puis il jouait de l'accordéon quand il était Un plus jeune. artiste. Puis il aurait voulu, tu sais, ça prenait beaucoup d'espace dans son souvenir. Ouais, ouais. Alors, il était tout le temps en représentation. D'ailleurs, quand je l'ai amené, la deuxième fois que je l'ai amené en répit dans un CHSLD, je savais qu'il s'en allait en répit, mais je savais très bien qu'il ne reviendrait pas Qui à la revenait maison. pas. Puis je vais me souvenir de ça toute ma vie. On est dans le taxi, puis il adorait faire des selfies. Alors, on a fait un selfie, puis il sentait bien qu'il y avait quelque chose de grave qui était pour arriver. Alors, je lui disais, là, il allait, tu sais, un jour semaine, parfois, quand il acceptait, il allait à cet endroit-là, puis il faisait des chansons, il animait le groupe, OK? Fait que là, je disais, ils t'attendent. Ils Pour t'attendent. ton show, tu vas aller faire Tu ton vas faire ton spectacle. show, Ben ils oui. t'attendent. Tu vas avoir du succès. Puis là, il était content, là. Hmm. Fait que c'est comme ça que je suis allée le reconduire. Ouais. Lui, il est décédé, Manon, en 2011. Par la suite, votre tante Marie-Ange, elle est décédée en 2015 de l'Alzheimer aussi. Non, pas elle. Ah, Pas elle. pas C'est elle. la seule qui n'a pas eu C'est la l'Alzheimer. seule. Mais il paraît C'est ça. qu'elle, quand elle était pas heureuse que vous preniez soin d'elle. Il paraît qu'elle pleurait quand vous vouliez pousser sa chaise, puis elle disait, ça n'a pas de bon sens que je te fasse vivre ça. Elle trouvait qu'on en faisait trop. Elle disait la même chose à ma cousine. Je vais m'arranger, mais elle avait tellement de besoins. Elle restait dans un 2e étage. C'est sûr qu'elle a appris elle avait toutes ses capacités. Elle a appris à téléphoner chez Métro pour faire livrer sa commande. Elle était super. Mais par contre, quand il fallait acheter des thèmes, là, ma cousine, elle descendait de Saint-Jérôme. Parce Puis qu'elle, c'était une c'est collectionneuse. là, on s'en va chez son monsieur de thème, là, puis écoute, tout acheter, qu'est-ce qui était nouveau, puis tout placer ça, puis ce correspondant-là, puis Sa mal-moi ça. passion, ben Puis, oui. elle écoute, était c'était éveillée. vraiment, vraiment, vraiment... Elle oubliait personne, mais déranger, c'était très, très, très difficile. D'ailleurs, quand elle est décédée, elle est entrée à l'hôpital le vendredi soir, et puis c'était encore une pneumonie. Alors, autrement dit, il y a une porte qui s'est ouverte. Elle avait 89 ou 87, enfin, dans ce coin-là. Et puis, Elle est rentrée dans la porte, elle est partie, c'est ça, hein? ben voilà, le médecin me dit, on va la placer à l'étage. Vous savez, vos poumons, puis votre cœur est bien... Vos poumons sont finis, puis votre cœur est bien, bien, bien fatigué. Ben, c'est parce que j'ai même pas eu le temps d'y retourner le lendemain. Elle Ils était m'ont appelé partie. pour donner... commencer les soins de vie parce qu'elle était très, très souffrante. J'ai dit, je m'en viens, je m'en viens. J'ai pris ma voiture 10 minutes après, puis ils m'ont appelé en chemin pour me dire qu'elle était décédée. Hmm. Ça s'est fait... Mais elle était allée jusqu'au bout. C'est ça. Puis une porte s'est ouverte, puis elle l'a prié. Puis c'est ce que vous dites de votre famille, parce que votre père, Omer, lui, est décédé en 2012, chauffeur de taxi qui adorait sa ville, Montréal, diagnostiqué en 2004. Votre mère s'en est occupée au départ, c'est ce qu'on se disait tantôt. Oui, puis ils étaient très actifs malgré la maladie d'Alzheimer. Mon père marchait, il a marché les galeries d'Anjou pendant des années, des fois faire le tour 4 fois. Lui, marcher, c'était très important. Il avait fait beaucoup de vélo. Puis s'il faisait pas beau, ben, il faisait les escaliers.
Ça faisait 10 étages de son condo avec le garage. Les gens me disaient « Ah, mais c'est épouvantable, t'as pas peur, il peut tomber. » C'est parce que ça se peut, C'est ça, puis c'est mais ça il qu'il peut veut. mourir assis aussi, C'est ça. là. Tu sais, Exactement. c'est- Comment on voit la vie, en fait, hein? C'est le regard sur la vie. Puis ça, vous avez vraiment été entouré de gens comme ça dans votre famille. Je saute à votre maman Monique qui est décédée en 2016. Et il paraît que vous aviez fait comme une entente entre vous. Puis elle vous avez dit, fais ton travail, hein? Si tu fais ton Oui, travail, ma oui. fille. Puis le doigt dans les airs à 4 heures du matin, là. Parce qu'elle, elle voulait l'aide médicale à Oui, mourir. oui, là, je peux plus, là. Ça fait des années que j'ai mal. Je ne peux plus. Je veux partir. Puis, écoute, on sortait, on allait manger, on achetait des vêtements des cadeaux pour les enfants. Je la ramenais dans son condo, ben pour son condo, là, mais la résidence où j'allais à la toilette, elle était assise dans son fauteuil, je sortais de la toilette. Oh, ma fille, quelle belle surprise! On venait de passer 4 heures ensemble à faire des folies, à se bidonner. Elle perdait la notion du Mais temps. par contre, elle s'en souvenait de la promesse. Puis c'est des discussions qu'on avait eues en famille, que quand c'était pour arriver au bout, Elle voulait que vous preniez charge de ça, puis que c'est vous ça, l'aidiez à qu'on- partir. ça, c'était très, 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 très Ouais. clair. Mes parents avaient parlé de ça longtemps avant. Ça n'existait pas, l'aide médicale à mourir. Non, c'est ça. Mais ma mère avait accompagné plusieurs personnes. Elle avait vu tu sais, des gens souffrir longtemps. Puis, Hmm. Mais vous le dites, hein, quand on lit votre histoire, c'est vraiment, vous considérez, premièrement, vous considérez privilégié d'avoir pu vivre et accompagner ces gens-là dans leur vie. ben oui. Ben oui. Surtout. Qu'est-ce que ça vous a procuré, Manon? Qu'est-ce Ben- que ça vous a apporté dans votre vie? Ben que la vie, c'est important, entre autres, hein? Ça, c'est certain. Il faut profiter de chaque moment. Puis avec mon père, ça allait pas super bien parce que quand il a commencé à être malade, puis que j'ai commencé à m'apercevoir qu'il prenait pas sa médication, m'apercevoir qu'il mangeait plus, parce que ma mère, c'était pas une grosse mangeuse, hein? Fait qu'elle avait décidé, elle, que un petit muffin de temps en temps, puis un petit plat congelé que je leur laissais coupé en deux, là, c'était en masse pour eux autres, là. Alors, j'ai voulu me mêler un peu de leur vie quand j'ai vu qu'il y avait des comptes qui n'étaient pas payés. Hmm. Alors, mon père me mettait dehors. Lui, Il vous c'est- chassait. Moi, il dit, tu viens ici, puis le trouble pogne. C'est ce qu'il me Ben disait. oui. Puis c'était pas drôle pour maman, ça. Maman, ça la rend... Une chance qu'elle... C'est comme ça qu'elle est devenue Alzheimer, dans le Ouais. fond. Tu sais, tu choisis... C'est une maladie, j'y crois, OK? Ça, c'est certain, là. C'est pas tout le monde qui va développer l'Alzheimer. Non, non, non. Mais comment on la développe, comment on développe. Puis moi, je pense qu'on appelle ça l'Alzheimer, oui. Mais on choisit aussi, il y a des choses qu'il faut, tu sais, delete, là. Oui, qu'on veut c'est- sortir. Alors, de maman, notre... s'il avait fallu qu'elle se souvienne de tous les méchants mots que mon père a pu me dire, mais moi, j'ai toujours su que mon père, il m'aimait. Ouais, ouais, Je ouais, te ouais. dirais pas que ça faisait Absolument. pas de la peine. Je m'en allais sur mon bicycle. Ouais. Ouais. Ben, je Ouais. m'en allais sur mon bicycle. J'évacuais. Tu sais, Puis vous avez été entouré de gens qui avaient un regard sur la vie, somme toute, assez positif, Manon. Parce que vous dites, moi, je suis bonne avec les vivants. Puis une fois qu'ils sont partis, on tourne la page, puis on continue la vie. C'est ça, votre mentalité. Ben, Puis vous avez grandi avec des parents, des gens comme ça. Ben, un petit peu, oui. Il n'y a jamais eu de drame. Puis même, j'ai perdu des amis jeunes, là. Puis c'était triste. Puis j'ai eu du chagrin, mais jamais avec mes amis, on s'est apitoyé. Tu sais, on a perdu des gens du sida. Le père de ma fille, on a accompagné son frère pendant je ne sais plus combien de mois, Jean-Pierre. Tu sais, lui, c'était un record Guinness de saut en parachute. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Fait que lui, il ne mourrait pas. Là. Il n'en finissait plus d'être mourant. Là. Il y avait toujours une mission. J'ai tout vu ça. Ouais. Fait que j'ai appris à chaque fois. Fait que c'est des beaux cadeaux. Pour vous, ça a été des expériences de cadeaux, des expériences positives dans votre vie. Puis quand tu arrives en fin de vie puis que tu as passé 80 ans, oui, tu peux vivre encore. En autant que moi, j'ai essayé de leur donner une qualité de vie, là, le plus que je pouvais, avec les moyens du bord.
Puis mes parents avaient fait des bons choix. Ils avaient vendu leur maison, acheté un condo, ils ont vendu leur condo, ils sont en allés en résidence. C'était tout planifié. J'ai rien fait. Ça, c'est bon Tu à sais, entendre. C'était tout tu sais, planifié. ben oui. Tu sais, comme j'entends beaucoup présentement les personnes âgées qu'on doit les garder dans la maison puis qui ne veulent pas sortir. Je trouve ça extraordinaire. Puis oui, selon ce qu'on veut, mais la vie, elle change tout le temps, puis à tout âge. À 15 ans, on vit quelque chose. À 30, on vit d'autres choses. À 50, la même chose. Ben regarde, ça va encore changer. Ouais. Ça va encore changer. On ne veut pas envoyer nos gens dans des mouroirs. C'est pas ça que je Non. dis, mais il faut... Moi, là, je le sais que je vais finir dans un CHSLD où je me bats pas contre ça à l'âge que j'ai. Je veux être confortable le plus longtemps possible, mais ça va arriver. Je ne vais pas commencer à l'âge que j'ai à dire, moi, ils ne me sortiront pas de ma maison, puis, tu sais, de m'ancrer ça dans la tête. Mais si on finit notre vie dans un CHSLD, on veut quand même la finir dans la dignité. Hein? Oui, ben oui. C'est sûr. Il Puis- faut améliorer toutes ces choses-là. Absolument, Ça, c'est exactement. évident. Continuellement. Ça, c'est évident. Ouais. Mais, William a été en CHSLD, lui. Ouais. Euh, Ah non, puis il y a des belles histoires dans des il y a CHSLD. aussi- là. On pense aussi. toujours que de très Mais- mauvaises histoires, puis partout, c'est l'enfer. C'est pas vrai, ça non Mais plus. il faut là. que la famille soit présente où que tu sois. Si tu es à la maison, ça prend des gens pour s'impliquer, puis Ouais. des bénévoles, puis... Mais ça tu sais, prend de l'accompagnement. Ça nous c'est ramène ça. à ça, à être C'est- accompagné. qu'on soit n'importe où, il faut ça. Ouais. Ben Manon, merci beaucoup. Je pense qu'à travers, puis il y avait tellement d'anecdotes en plus à raconter. On aurait pu faire 1 heure ensemble. Mais merci d'avoir pris le temps de venir partager ces moments-là de votre vie, ces souvenirs-là, votre C'est expérience. des beaux souvenirs, Oui, finalement. Hein. Absolument, c'est précieux. Oui, Merci. oui, merci beaucoup. Oui, bonne Merci. continuation à vous. Toi aussi. Merci. Les rituels du deuil sont importants et ça facilite la prise de conscience. Les rituels nous permettent d'honorer la personne décédée. Quand un proche aidant perd son proche, c'est tout son cercle social, son réseau aussi qui quitte avec cette personne-là. Et le plus important dans un deuil, c'est d'avoir du soutien. Et le soutien post-décès existe. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Clavet, qui est travailleuse sociale et psychothérapeute au Centre Berthiaume du Tremblay. Bonjour Hélène, vous êtes formatrice et conférencière. Merci d'être là. Merci pour l'invitation, Marie. Vraiment. Vous, dans votre travail depuis 12 ans, vous développez des outils pour les intervenants qui vont aussi outiller les aidants, en fait. C'est ça votre travail. Oui. Quels sont ces services-là? Qu'est-ce qu'on retrouve? Ah bien, en fait, à la résidence Berthiaume du Tremblay, j'y suis depuis 12 ans. Ouais. J'avais déjà une expérience au préalable en CLSC où je me suis préoccupée des personnes endeuillées, des proches aidants endeuillés. Vous avez été proche aidante. J'ai été Je proche veux le aidante. souligner parce que ça change le rapport. Là. Tout à fait. Vous Proche avez aidante été- et endeuillée Oui. à Ouais. plusieurs reprises entre 20 et 30 ans. Mm. Proche aidante aussi depuis, en fait, la personne dont je m'occupais est décédée depuis 2 ans. Donc, d'une personne en hébergement. Puis c'est vrai, j'ai la dimension expérientielle et la dimension conceptuelle qui sont Oui. en même temps, qui cohabitent dans mon expérience de travail. Alors, à Berthiaume du Tremblay, précisément au centre de jour, il y a 12 ans, quand je suis arrivée, on m'a donné carte blanche pour développer des services en proche aidance. C'était peu connu à ce moment-là. D'ailleurs, on a même des dossiers clients proches aidants pour donner une visibilité à la proche aidance, contrairement à bien des établissements où les notes que l'on prend lors de nos entrevues sont mises dans le dossier de la personne atteinte. Nous, on en a fait une distinction pour donner une visibilité à la proche aidance. Et on a développé des services selon plusieurs niveaux de besoins. Hein. On sait que les proches aidants ont besoin d'avoir de l'information, tant sur la maladie que les programmes politiques Ouais, qui existent, les programmes de subvention. Puis de formation, hein, comment Des- on gère ça? Des programmes de formation, Ouais. des groupes de soutien, différents groupes psychoéducatifs et de suivi individuel ou familial aux besoins. Donc, à Berthiaume, on donne tout ça, mais en donnant aussi l'autorisation aux gens de rester après le décès de la personne endeuillée. Et ça, on le fait depuis 12 ans parce qu'on s'est rendu compte que les gens, en effet, quand ils perdaient leur rôle de proche aidant, ils perdaient une identité qui avait été forgée à travers le temps.
parce que l'expérience de la proche aidance, parfois, s'étale sur plusieurs années. Alors, perdant tout le réseau social autour à travers la trajectoire d'aide, souvent, le seul réseau qui reste, c'est le réseau de proches aidants à travers les groupes de soutien, à travers le partenariat avec les intervenants. Et au moment du décès, les gens se retrouvaient à faire chou blanc, à se retrouver là, sans service, sans lien. Alors, chez nous, ils peuvent rester encore au moins 1 an, sinon plus, mais généralement, après 1 an, les gens se sont recréés un autre réseau. Et l'idée de participer encore aux activités est moins importante pour eux, heureusement. On veut parler de rites, de rituels. Oui. Pourquoi, Hélène, c'est important, les rituels? On parle de deuil, on parle de perdre quelqu'un. Et Dieu seul sait que dans la dernière année et demie, nos rituels ont été escamotés. Tout à fait. Par la force des choses. Mais si je vous disais, les rituels sont importants parce que ça nous permet, 3 petits points. Ça nous permet d'être reconnus dans notre souffrance. Ça nous permet d'être reconnus, d'être vus dans notre peine. Ça nous permet d'honorer la relation à l'autre, d'honorer la relation qui nous a habités pendant toutes ces années-là, de tracer un chemin vers autre chose. Alors, c'est hyper important. Puis c'est vrai que dans la dernière année, par les restrictions sanitaires, les rites funèbres ont été beaucoup escamotés. Mais vous avez fait quelque chose d'exceptionnel parce qu'au centre, vous avez perdu d'un seul coup 60 personnes qui sont décédées d'un seul coup. Et vous avez organisé quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, on a trouvé important de marquer ce moment-là, hein, de le marquer dans les mémoires collectives, justement pour honorer ces gens qui ont bâti, d'une part, notre société, qui sont partis rapidement dans des contextes peu agréables, de marquer la relation à l'autre et de permettre cette reconnaissance collective du deuil. Donc, en proposant un rituel de groupe, à des gens qui vivent la même réalité et qui ont perdu dans le même contexte, bien, ça permet d'amorcer un processus de deuil qui va permettre une meilleure résolution, une meilleure expérience du deuil. Et dites-moi, parce que je trouvais ça intéressant, ce rite-là, ce rituel-là, était aussi pour les employés, pour les intervenants, ceux qui... Parce qu'eux aussi vivent d'immenses deuils. Quand tu as pris soin de quelqu'un, là, ta petite madame dans la chambre 608, là, que ça fait 8 mois, 1 an, que tu dorlotes, que tu chouchoutes, puis du jour au lendemain, ces gens-là s'en vont. Ceux qui en prennent soin, autres que la famille, là, les infirmières et tout ça, là, c'est difficile pour eux aussi. Oui, ça a été très souffrant là, pour le personnel qui ont vécu beaucoup d'impuissance là, à travers la première phase, parce que nous, on a été impactés à la première phase, pas à la deuxième, mais à la première phase de la pandémie, ça a été très difficile pour les intervenants de ne pas pouvoir soigner à leur guise et de ne pas pouvoir prendre soin des familles et des personnes en fin de vie, comme ils ont l'habitude de le faire, parce qu'on a des protocoles de fin de vie bien établis à la résidence. Et oui, on a fait un rite funèbre d'une part pour les employés et d'autre part pour les familles, pour distinguer les deux, parce que les besoins n'étaient pas les mêmes, donc pour distinguer le processus de deuil de un et de l'autre et pour permettre de rassembler des gens qui ont vécu quelque chose de commun. Donc, les employés ont vécu une expérience émotionnelle similaire, mais différente de celle des proches aidants, de par la nature du lien. Donc, on en a fait deux rituels. Mais racontez-nous, parce qu'il paraît que dans le détail, c'était tellement magnifique. Ah, bien, je pense que oui, c'était assez charmant. Donc, pour les employés, on a fait un rituel à l'extérieur et dans nos habitudes, parce que des rituels funèbres, on en fait à chaque année à la résidence pour honorer les défunts. Mais là, par le caractère de la pandémie, on a mis une emphase de plus. Alors, donc, ça devait se faire à l'extérieur étant donné les consignes sanitaires. Alors, on a fait dérouler les visages des personnes défuntes avec leur nom. On a mis de la musique, entrecoupée de musique, de témoignages d'employés qui ont voulu parler de leur relation à l'autre, leur relation de soins, la relation d'intimité qui se crée à travers les soins. Et on a fait un envolé de papillons pour signifier la vie, la mort, mais aussi honorer la vie qui était présente. Alors, tout ça à l'extérieur, dans un beau contexte, et ça a vraiment permis à des gens de pouvoir, en fait, intégrer peut-être une partie de ce qu'ils ont vécu. Et on avait une espèce de corde à linge colorée, puis chacun avait un papillon
sur lesquels ils pouvaient écrire une force qu'ils avaient découvert d'eux à travers la pandémie, ce que la pandémie a permis de faire et une difficulté qu'ils ont rencontrée pour qu'on puisse permettre de faire l'union entre les deux, mais faciliter la résilience. Ouais. Fait que ça, c'était le rite funèbre pour Les employés. Puis il y avait aussi donc pour les familles. Pour les familles, on n'a pas été chanceux parce que on devait procéder à mon retour de vacances et finalement, il y a eu des contraintes sanitaires qui nous amenaient, en fait, qui nous refusaient de faire des rassemblements extérieurs. Donc, les reportés devraient être faits sous peu. Et là aussi, je pense que le rituel va être formidable. Parce que vous demandez aux gens d'apporter un objet, je pense, on qui demande représente aux gens, la oui. personne décédée. Oui, d'apporter un objet qui représente la personne décédée ou qui représente une qualité de la relation, quelque chose qui symbolise la relation. On a fait faire des cadres avec tous les visages des personnes défuntes. On a un tableau déroulant avec les images et on va demander à chaque personne, naturellement, de venir porter l'objet en évoquant à voix haute ce que signifiait la relation pour eux, ceux qui en ont envie. Mais chaque personne va être invitée à chaque fois qu'on nomme le nom d'une personne. Puis on a la chance d'avoir une dame qui vient chanter, qui chante de façon merveilleuse avec une harpiste et un pianiste. Donc, qui accompagnent très bien. On a choisi toutes les chansons, les poèmes qui vont être récités. Et Dieu sait à quel point on a besoin de ça. On a besoin de ce passage-là. Hein? Nécessaire. Absolument. Les étapes du deuil, Hélène, chacun le vit différemment, chacun le vit à sa façon. Puis vous êtes du genre à dire, non, il n'y a pas de stade 1, 2, 3, 4. Là, vous êtes à 1, vous êtes rendu à 2. On peut être à 1, bouger à 6, revenir à 2. Hein? Vous, c'est ce que vous croyez. Il n'y a pas de logique dans un rituel ou dans un cheminement de deuil, en fait. Bien, on peut dire qu'il y a quand même un certain écart entre la première phase et la dernière phase qui nous trace un chemin, mais je pense que chaque rituel est unique parce que chaque relation a son unicité et on ne peut pas tracer l'universalité là, de la démarche. Par contre, c'est sûr qu'on peut se dire qu'il y a un modèle qu'on adopte de plus en plus, qui est le modèle par oscillation, où on sait qu'il y a des moments où les gens sont bien, des moments où ils retournent dans la souffrance, des moments où ils sont mieux. Plus le temps passe, moins l'espace souffrance prend d'espace, mais il en reste que la peine, la tristesse de la perte va être présente quand même pendant plusieurs mois, voire quelques années. Et puis, il y aura des dates. Oui, ça part avec la peine, ça peut aller dans la colère, le vide, le soulagement, la liberté, on revient dans... Tout à fait. C'est ça, hein? Le besoin de se tenir à distance des gens, d'autres moments où on a besoin de rencontrer plein de gens pour calmer le vide. Alors oui, il y a une variabilité des émotions, de l'humeur, mais les phases sont surtout des points de repère, mais surtout pas une recette ni une méthode. C'est ça, hein? Puis on parle, oui, du deuil des proches aidants. C'est un deuil immense parce que, puis, tu sais, rappelez-nous, là, quand on a été aidant, oui, pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, hein, il y a des parents là, qui se sont occupés de leurs enfants avec une déficience, avec une paralysie, c'est pas juste, on le dit, puis on le rappelle, hein, les proches aidants, c'est pas juste auprès des aînés. Non. On peut être proche aidant de notre mari, de notre sœur, de notre voisine, c'est cousin, vaste, c'est tellement vaste. Oui. Mais parlez-nous de ça, hein, de cette importance-là, parce que toute la vie de l'aidant a tourné autour de cette personne-là. C'est facile de se perdre, de s'oublier, évidemment. Puis de se retrouver, j'imagine, dans un gouffre et dans un trou très noir après, si on n'a pas pris soin de nous, puis d'envisager, de même penser déjà à l'après. Tout à fait. En fait, merci de le souligner, Marina, il y a vraiment quelque chose de particulier dans le deuil chez les proches aidants. Si j'avais un devoir de maîtrise ou de doctorat à faire, je pense que je le ferais sur cette caractéristique-là, toute la dimension identitaire au moment du deuil. Alors, quand on perd quelqu'un de proche, ça a un impact important au niveau de notre identité. Si je suis la conjointe de, la sœur de, la fille de... Il y a une partie de mon identité qui s'éteint un peu avec l'autre jusqu'à temps que je sois capable de me réapproprier des éléments de cette relation. Ouais. Mais quand j'ai été proche aidante, non seulement je perds la relation à l'autre, mais je perds mon identité de proche aidant. Je perds le réseau que je me suis construit à travers cette identité. Donc, il y a fort à parier que mes partenaires qui m'ont aidé à traverser ont été les gens qui ont constitué mon réseau, que ce soit des intervenants, des professionnels, des bénévoles,
d'autres proches aidants. Donc, au moment de la perte, il y a une désidentification en même temps qui se crée, puis un vide terrible parce que l'ensemble de ma vie est centrée sur l'individu. C'était ma nouvelle vie, je l'ai pu, qui suis-je, c'est quoi ma vie maintenant? Tout à fait. Et vous dites aussi que ça dépend de l'âge. Être proche aidant à 40 ans, contrairement à être proche aidant à 80 ans, c'est pas la même expérience, ça représente Absolument pas la même chose non plus. Tout à fait. Et c'est sûr qu'à 80, 90, en plus, notre réseau social s'est largement rétréci. Oui. Alors, et l'opportunité de se créer un réseau social est encore plus rétrécie puisqu'on ne travaille plus, qu'on a moins d'opportunités de sortir, parfois on ne conduit plus. C'est là l'importance que les organismes qui œuvrent en proche aidance puissent créer des services de post-aidance pour permettre aux proches aidants de garder une identité et de s'en créer une autre pendant le processus de deuil. D'être soutenus de façon spécifique, de rassembler ensemble d'autres proches aidants endeuillés qui vivent ces caractéristiques, qui puissent ensemble, dans l'entraide mutuelle, se soutenir et être soutenus par l'intervenant. Ça m'apparaît, en fait, pour moi, il y a eu une mise en lumière là-dessus pendant le contexte de pandémie. C'est une réalité auquel j'étais déjà attentive, mais quand la pandémie s'est arrivée chez nous, fait ses ravages et que j'ai eu des contacts avec toutes les personnes endeuillées, des personnes défuntes à la résidence, et ça m'a semblé encore plus important quand j'entendais les proches aidants me dire « J'avais l'habitude d'y aller à tous les lundis, mercredis, jeudis, maintenant je vais aller où? » Hein? J'avais l'habitude de parler avec telle et telle personne quand j'y allais. La préoccupation par rapport aux autres personnes résidant à la résidence ou à d'autres proches aidants. Donc, tout ça s'éteint en même temps. Exact. Puis, dans vos observations, Hélène, il paraît que quelqu'un de 80 ans qui va s'occuper, mettons, là, une femme qui s'occupe de son mari ou un mari qui s'occupe de sa femme vieillissante, va préférer vivre les difficultés, les exigences qui sont énormes, puis des fois, ils n'ont même plus les capacités physiques de le faire, plutôt que de placer la personne ou de s'en départir ou de s'en séparer. Oui, c'est très... En fait, ça ne fait pas partie de leur culture, d'une part. Hein, ils sont mariés pour le meilleur et pour le pire, souvent dans la culture religieuse. Et c'est un engagement sincère à la fois, puis il y a donc un énorme conflit de loyauté quand on envisage l'hébergement. Alors ça aussi, il devrait y avoir des groupes de transition vers l'hébergement. Il devrait y avoir pour les proches aidants, au moment de la transition, quand les proches aidants décident de confier la personne aidée au réseau de la santé, il devrait y avoir des groupes qui soutiennent les personnes proches aidantes pour mieux vivre cette transition-là, parce qu'il y a déjà une désappropriation. Hein? Donc, je m'occupe de mon proche à 90 %, j'ai 10 % de soutien du réseau communautaire au public, et là, d'un coup, j'héberge et il y a quelqu'un qui prend en charge, donc qui s'approprie cet espace. Je suis donc, comme proche aidant, désappropriée. Aussi, alors là aussi, il y a quelque chose de très difficile et de très lourd au niveau identitaire. C'est une autre forme de deuil, hein? Oui, exactement. Hélène Clavet, merci tellement. Vous êtes comme une lumière aujourd'hui. Vous nous éclairez. Et je pense que à travers la proche aidance, Dieu sait à quel point on a besoin d'éclairage et d'être quelque chose qui va nous porter, hein, qui va nous et j'allais dire, permettons-nous comme société d'honorer ces proches aidants qui sont très impliqués, qui donnent une grande partie d'eux-mêmes à la société. Absolument. Merci beaucoup, merci Hélène à vous, Clavet. Marina. Merci. Dans le processus du deuil, nous l'avons souligné, l'important, c'est d'avoir du soutien. Être accompagné dans cette étape majeure, c'est vraiment une clé déterminante pour continuer sur le chemin de notre propre vie. Réfléchir aussi sur la manière de se préparer pour vivre au mieux cette étape-là et comment redessiner sa vie. J'espère que nos invités d'aujourd'hui ont su vous éclairer. Si vous vous êtes reconnu par hasard ou avez reconnu des proches de votre entourage qui pourraient avoir besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à contacter FO Aidant. Par téléphone, c'est le 1-855-852-7784 ou par courriel, écrivez-nous, on aime vous lire, info-aidant@l'appui.org. C'est de l'écoute,
c'est du soutien, c'est gratuit et c'est confidentiel. D'autre part, si vous souhaitez témoigner de votre propre expérience, écrivez-nous au appuibalado.ca. Merci d'avoir été à l'écoute. Ici Marina Orsini. À très bientôt pour un autre épisode des Histoires qui résonnent, le balado, votre balado des proches aidants.